Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu spéciale centrée autour d'une lecture puisque je vous fais une nouvelle vidéo du livre au film ou des pages à l'écran puisque on va lire ensemble La fille du train de Paula Hawkins. C'est publié aux éditions Pocket. C'est un livre qui est sorti, je dirais, il y a plus d'une dizaine d'années. Il est sorti, voyons, en La fille du train chez Sonatine en grand format en 2015. Il avait eu un franc succès à l'époque, je me rappelle, donc c'était il y a un peu plus de 10 ans. Maintenant que la hype est passée, ça me va bien pour pouvoir le découvrir à mon tour aujourd'hui. Et du coup, une fois qu'on aura lu ce livre, enfin que moi j'aurai lu ce livre en votre compagnie, je vais regarder l'adaptation qui est sortie l'année d'après, donc en 2016, de La fille du train. Donc pour l'histoire, on va suivre Rachel qui habite à Londres et 2 fois par jour pour aller au boulot, enfin elle prend le train le matin et le soir, et en contrebas de la voie ferrée, elle voit des petites maisons pavillonnaires et dans l'une d'elles, elle va se prendre d'affection pour un couple qui habite là, qu'elle ne connaît pas évidemment, mais dont elle va imaginer la vie. Elle va leur donner des prénoms fictifs, Jess et Jason, et fantasmer un peu sur leur vie de couple, jusqu'au jour où Jess va disparaître et elle va apprendre son véritable prénom dans les journaux avec cet avis de recherche. Donc que s'est-il passé? On apprend assez vite que finalement Rachel, elle connaît bien ce quartier, cette rue, puisqu'elle y avait habité avant avec son ex-mari. On sent que la rupture a été difficile pour elle et qu'elle a sombré dans l'alcoolisme. Donc je vous propose qu'on commence à attaquer la lecture et puis je vous reprendrai au fur et à mesure que j'avance pour vous donner un petit peu mon avis à chaud au fur et à mesure de ma lecture. Bon, je vous reprends, j'ai lu à peu près 86 pages de La fille du train. Donc on commence à connaître un petit peu Rachel, donc, qui est notre personnage principal, qui est pour le coup une anti-héroïne, puisqu'elle a sombré vraiment dans l'alcool depuis sa rupture avec son mari Tom, enfin son ex-mari Tom. On apprend qu'il l'a trompée avec une autre et que il l'a quittée pour cette autre femme. Elle le vit très très mal, elle a vraiment sombré dans l'alcool. Et elle est hébergée par une ancienne camarade de fac qui l'a pris un peu en pitié, dont elle loue une de ses chambres dans sa maison, mais ça se passe très mal la cohabitation puisque vivre avec une alcoolique c'est un peu compliqué. On peut comprendre aussi la copine Cathy, je crois qu'elle s'appelle. Et Rachel est vraiment obsédée à la fois par le couple dont elle a imaginé la vie dans cette maison pavillonnaire, et on apprend qu'elle a habité un peu plus loin dans la rue, dans cette même rue, avec son ex Tom, sauf qu'il vit toujours là avec sa nouvelle compagne. Voilà, donc elle l'a un peu mauvaise, elle n'a pas envie de regarder cette maison, mais des fois elle peut pas s'en empêcher. On sent elle en a gros sur la patate. Et écoutez, on a aussi le point de vue de Megan en fait, qui est donc Jess, la femme du couple dont Rachel observe la vie et invente un petit peu la vie. Elle s'appelle pas Jess, elle s'appelle Megan, et on comprend que sa vie rêvée, enfin la vie que fantasme Rachel pour elle, est très loin de la réalité, et que finalement son couple
bon voilà, elle s'ennuie un petit peu dans sa vie, même si son mari est très sympa, il y a un truc qui cloche, c'est comme si elle étouffait un petit peu dans cette vie, donc voilà. Il va se passer des choses, je pense, mais il y a vraiment une montée en tension, mais ce qui me... euh, comment dire, ce qui m'interpelle le plus dans ce début de roman, c'est vraiment le personnage de Rachel qui est vraiment une anti-héroïne qui fait pitié. Vraiment, elle fait pitié. Elle est tellement parfois abrutie par l'alcool, tellement ivre qu'elle a des trous de mémoire, donc ce qui fait qu'elle est un petit peu dans une espèce de folie, de mélange brumeux de mémoire où elle sait pas, on ne sait pas si elle est vraiment fiable dans ce qu'elle raconte. Donc il y a vraiment un côté très brumeux un petit peu. Euh, voilà, donc c'est quand même original de mettre en avant un personnage féminin alcoolique. C'est souvent le cas dans les thrillers, mais c'est souvent des hommes, des flics qui sont désabusés par la vie, qui sombrent dans l'alcool parce qu'ils sont divorcés à cause de leur travail. Enfin vraiment, il y a ce côté un petit peu caricatural, mais là pour le coup, on est avec Rachel qui n'est pas flic et qui est une femme et qui sombre dans l'alcool suite à une rupture. Donc c'est assez original. Elle n'est pas du tout fiable, donc à voir ce que ça donne, mais c'est assez intriguant pour l'instant. Bon, je vous reprends un tout petit peu plus tard. J'ai un petit peu avancé dans La fille du train, puisque là je suis arrivée à la page 159. Donc je dirais que je suis à peu près à un tiers du livre. J'ai déjà postité 2 fois, donc voilà, je voulais vous en parler. Donc c'est surtout le personnage de Rachel, moi, qui m'intrigue beaucoup. Donc on est avec cette femme qui est alcoolique et vraiment l'anti-héroïne comme pas possible, qui prend les pires décisions puisqu'elle est forcément sous l'emprise de la drogue, donc elle a du mal à lâcher prise et à être raisonnable vis-à-vis de son ancienne relation avec son ex-mari qui lui a refait sa vie avec une autre femme. Alors c'est un peu dégueulasse ce qu'il lui a fait puisqu'il a vraiment quitté pour une autre femme. Et cette femme, il l'a installée dans l'ancienne maison qu'il habitait avec Rachel. Et du coup, forcément, elle a beaucoup de mal à le vivre parce qu'elle a vraiment l'impression que cette femme lui a volé et son mari et sa vie, quelque part, la vie qu'elle aurait aimé avoir. D'autant plus qu'on apprend que en fait Rachel est stérile et c'est un peu le drame de sa vie puisqu'elle aurait aimé avoir un enfant avec son mari Tom et que c'est le fait de ne pas réussir à avoir d'enfant malgré le fait qu'ils ont essayé de faire une FIV mais ils n'avaient pas les moyens de recommencer puisque la première n'a pas fonctionné et donc elle a petit à petit sombré dans l'alcool et c'est ça qui a finalement fait détruire leur couple qui se sont éloignés. Et donc elle dit, donc page 120, c'est une citation que j'ai relevée, elle dit dans mon malheur je me suis sentie très seule, je me suis isolée, alors j'ai bu, un peu, puis un peu plus, et ça m'a rendue plus solitaire encore, parce que personne n'aime passer du temps avec une soularde. J'ai bu et j'ai perdu et j'ai bu. J'aimais mon travail, mais je n'avais pas non plus un métier passionnant, et même si ça avait été le cas, soyons francs, encore aujourd'hui, la valeur d'une femme se mesure à 2 choses, sa beauté ou son rôle de mère. Je ne suis pas belle et je ne peux pas avoir d'enfant, je ne vaux rien.
Et ça m'a rendue très triste parce que finalement il y a une part de vrai dans ce qu'elle raconte, c'est vraiment le fait que encore dans notre société, une femme doit soit être belle, donc une construction quand même sociale, la beauté c'est quelque chose qui se travaille et qui coûte cher aussi, ou alors être mère et en même temps on valorise les femmes à la fois pour leur beauté ou pour le fait d'être mère, sauf qu'on les pénalise aussi pour ces deux mêmes raisons finalement et on se moque d'elles, on les discrimine aussi pour ces mêmes raisons. Enfin voilà, c'est terrible à dire et pourtant c'est tellement vrai. Donc voilà le premier passage qui moi m'a touchée et un peu plus loin, donc je suis à la page 155 où là elle exprime vraiment véritablement ce qui m'énerve en fait chez elle, chez ce personnage qui n'arrive pas à être raisonnable, à rester sobre, elle prend les pires décisions, quitte à s'enfoncer elle-même, elle va aller au poste de police pour déclarer des choses qui vont la rendre suspecte aux yeux des enquêteurs et elle se met dans la merde toute seule et j'ai juste envie de lui dire mais arrête de faire ça, de lui mettre à la fois une baffe et en même temps de la prendre dans nos bras parce qu'on a pitié d'elle, on comprend son malheur, sa détresse mais on a envie de la secouer quand même pour qu'elle arrête et elle en a quelque part conscience elle-même puisque alors que ça faisait 3 jours qu'elle avait réussi à ne plus boire, à être sobre parce qu'il y avait cette enquête qui finalement la tenait en haleine et lui donnait une raison de vivre et de s'occuper l'esprit et de rester lucide pour pouvoir enquêter, hein, même si elle n'est pas du tout une enquêtrice professionnelle, elle dit, elle a replongé en fait. Hier, rationnel, des idées claires, raisonnables, j'ai décidé que je devais accepter que mon rôle dans cette affaire soit terminé. Mais la meilleure volonté du monde n'a pas suffi, elle a été anéantie par la boisson, par la personne que je suis quand je bois. Rachel l'ivrogne ne mesure aucune conséquence. Elle est soit trop expansive et optimiste, soit pleine de haine. Elle n'a ni passé, ni avenir, elle n'existe que pour le moment présent. Rachel l'ivrogne voulait faire partie de l'histoire. Elle avait besoin de persuader Scott de lui parler. Alors elle a menti. J'ai menti. Alors c'est marrant parce qu'elle parle d'elle à la troisième personne pour montrer que c'est une autre partie d'elle-même quand elle a bu en fait. Et en même temps, elle a conscience que c'est elle, que c'est une version d'elle qu'elle n'aime pas, mais pour autant qu'elle n'arrive pas à arrêter finalement. Et voilà, et elle perd toute rationalité. Voilà, et elle devient complètement obsédée par cette histoire. Donc voilà, c'était aussi le fait que le personnage est conscient aussi de ses défauts qui est assez intéressant. Voilà un petit peu, donc pour l'instant j'aime bien, c'est assez bien écrit, ça se lit bien. On a vraiment une alternance de points de vue entre Rachel et Meghan. Là apparemment on va voir le point de vue de Hannah qui est donc la nouvelle compagne de son ancien mari. Voilà, c'est plutôt chouette. Je continue et puis je vous reprends plus tard. Bon, je vous reprends, je suis à peu près à la moitié du bouquin et ça avance petit à petit, j'ai pas mal de théories sur la question, il y a beaucoup de suspects dans ce livre. Alors évidemment, lorsqu'il y a une disparition de femme ou peut-être un meurtre, on n'en sait rien. En général, la police suspecte le mari ou l'amant, et ou l'amant, s'il y a un amant, là on sait dès le départ qu'il y a un amant, donc évidemment, et le mari, Scott, et l'amant, le psy, vont être soupçonnés par les enquêteurs. Mais moi j'ai d'autres théories aussi, déjà parce que Rachel, le personnage principal, notre héroïne entre guillemets, on sait qu'elle se trouvait dans le quartier le soir de la disparition de Meghan, puisqu'elle voulait voir son ex-mari Tom, et qu'elle voilà, elle avait bu, elle avait picolé, elle était ivre morte, donc elle ne se souvient de rien. Elle s'était réveillée le lendemain avec une coupure à la tête, la gueule de bois plus, et elle se souvient de rien du tout de cette soirée-là. Donc potentiellement, est-ce qu'elle aurait fait quelque chose à Meghan? On n'en sait rien. En tout cas, c'est un personnage qui est vraiment pas fiable. Il y a aussi l'hypothèse de Tom et de Hannah, donc l'ex-mari et sa nouvelle femme, puisqu'ils l'ont vu, Rachel, dans le quartier ce soir-là. Est-ce qu'ils l'auraient confronté? Alors moi, le mari, enfin l'ex-mari Tom, j'ai un peu moins de soupçons pour lui parce que il a quand même une affection pour Rachel. Il la protège beaucoup aussi de sa femme, puisque sa femme Anna a envie de la dénoncer à la police parce qu'elle en a marre que Rachel les harcèle. Elle a peur aussi de Rachel, qu'elle fasse du mal à sa fille. Donc Anna elle en peut plus, elle déteste Rachel. Et Tom lui il essaye
enfin comment dire, de dire à Anna non, on n'appelle pas la police, on va régler ça, tu comprends, elle va mal, enfin voilà. Donc il protège quand même assez Rachel, donc j'ai assez peu de soupçons sur lui, mais Anna, je me dis peut-être que potentiellement ce soir-là, elle aurait vu Rachel rôder dans le quartier, qu'elle serait sortie pour la confronter, et à la faveur de la nuit, peut-être qu'elle aurait confondu Rachel avec Megan et qu'il se serait passé un truc, je ne sais pas. Donc Anna, c'est possible. Et puis il reste aussi, alors l'hypothèse, même si c'est assez peu probable dans les affaires criminelles, moi j'aime bien le true crime, mais c'est vrai que statistiquement, l'hypothèse du rôdeur, de la rencontre malheureuse fortuite, est quand même statistiquement peu probable. En général, c'est quand il y a des meurtres ou des disparitions, enfin en tout cas des meurtres, c'est souvent la victime connaît son agresseur. Mais parfois il peut arriver une rencontre fortuite, voilà, elle se trouvait au mauvais moment, au mauvais endroit et elle a rencontré quelqu'un de dangereux. Ça aussi c'est possible, mais à ce stade-là on ne sait pas encore si c'est un meurtre ou si c'est juste une disparition. Il y a aussi l'hypothèse de la disparition volontaire où Megan est partie comme ça, parce qu'elle en avait marre de sa vie, elle avait envie de refaire sa vie, elle est partie sans donner de nouvelles. C'est possible aussi, elle est majeure, elle en a parfaitement le droit. Donc voilà, il y a toutes ces hypothèses qui sont là et du coup je n'ai pas vraiment d'hypothèse favorite, on va dire, de piste privilégiée, mais en tout cas je me pose pas mal de questions et je trouve que quand même Paula Hawkins elle arrive à nous instiller un petit peu le doute comme ça, de nous proposer plein de conjectures possibles et du coup ce qui fait que on a envie de chercher, on a envie de comprendre et Rachel elle-même elle a envie de savoir et parfois elle se met dans des situations où tu te dis mais franchement lâche-la faire, qui fait ça? Bon après elle est complètement instable et quand elle l'a bu, elle est too much quoi. Et en plus elle se déteste quand elle est dans cet état. Elle a pitié d'elle-même en fait de boire mais elle peut pas s'en empêcher. On la voit régulièrement en train de boire alors qu'elle sait qu'elle ne devrait pas, mais elle le fait quand même. Donc je trouve que la thématique de l'alcoolisme est bien traitée. En tout cas, moi personnellement je ne suis pas concernée par le sujet et je ne connais pas de personne dans mon entourage qui est concernée par ce sujet, donc je ne peux pas dire si c'est vraiment très réaliste ou pas, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez réaliste. Donc voilà, le suspense est à son comble, je continue et je vous reparle plus tard. Bon, je vous reprends, on est beaucoup plus tard, désolée, j'ai complètement oublié de vous faire mon avis sur le livre, donc La fille du train. Ça y est, je l'ai terminé, donc j'espère que mon avis est encore un petit peu frais parce qu'entre temps il s'est passé des vacances, pas mal de choses. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'avoue que j'ai pas vraiment vu venir le dénouement final. Donc j'étais assez surprise et ça c'est plutôt cool. J'ai apprécié vraiment ce trio, même ce triangle de femmes entre Rachel, Megan et Anna. Finalement elles se rendent compte qu'elles ont bien plus en commun qu'on pourrait le penser en fait. Et au centre de ce triangle il y a quelque chose, mais je ne vous dis pas pour pas spoiler évidemment. Mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé les thématiques abordées. Je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu plus l'habitude de lire maintenant, mais peut-être qu'il y a 10 ans, au moment où ce livre a été écrit, c'était peut-être un peu novateur et c'est des thématiques qui sont évidemment essentielles à mettre en lumière, donc vraiment top. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? En tout cas, il mérite amplement le succès qu'il a eu à l'époque et je rejoins totalement les avis positifs sur ce bouquin. J'ai passé un très bon moment de lecture. J'avais envie d'y retourner à chaque fois, donc c'était plutôt bon signe. Et voilà, si vous cherchez un bon petit thriller bien addictif, bien sympathique, et que vous ne l'avez toujours pas lu, comme moi, si vous êtes en retard, ben, n'hésitez pas, parce que vraiment c'était top. Et ensuite, ben, du coup, j'ai regardé l'adaptation cinématographique.
Alors le film a été finalement assez fidèle au bouquin, j'ai trouvé, au niveau du choix des personnages, des prénoms, des noms, tout ça a été respecté. Les seules petites différences, c'est que là on n'est pas dans la banlieue londonienne mais dans la banlieue new-yorkaise, ça se passe aux États-Unis. Mais j'ai trouvé que le choix des acteurs était plutôt bon. Il y a juste peut-être le psy qui est dans le livre est basané et dans l'adaptation bah, il est blanc. Mais bon, enfin voilà, c'est un petit détail. Et puis sinon, au niveau de l'intrigue, des arcs narratifs, etc., ça respecte totalement le livre. J'ai beaucoup aimé l'ambiance en fait du film, l'esthétisme avec des couleurs désaturées, des couleurs froides avec ce gris, ce bleu très froid et qui sert à merveille en fait le propos. On a quand même une forme de mélancolie qui se dégage du film avec ce côté très langoureux, ces voix off un peu feutrées, même les personnages parlent de manière très... Ah, il pleut. Je sais pas si vous entendez la pluie, mais là il pleut. Ça fait du bien un peu d'eau parce que ces derniers temps il faisait trop chaud. Les personnages ont aussi des voix très posée, très langoureuse, très mélancolique. Il y a une tonalité très grave tout au long du film, et ce qui est quand même assez pesant, ce qui donne une tension narrative aussi. Donc voilà, c'est un film qui n'est pas du tout joyeux, en même temps le livre n'est pas joyeux non plus, hein, on est sur des thématiques lourdes, mais voilà, c'est vrai que le film a vraiment ce côté très mélancolique, un peu pesant, voilà. Mais c'était plutôt pas mal fait, en tout cas l'esthétisme est très bien. Et bah, ça respecte totalement, c'est une très bonne adaptation. Cela dit, comme souvent, je préférais le livre, voilà. Parce qu'on ne peut pas tout montrer à l'écran, on est obligé de faire des choix. Et c'est vrai que le livre apporte beaucoup plus de dimension à l'intériorité des personnages, notamment le personnage de Rachel, sur son vécu, sur son alcoolisme, où on la voit essayer de s'en sortir, puis replonger, puis se mettre en danger. Puis... Alors que dans le film, c'est un peu retranscrit, mais un petit peu moins, on le perçoit un petit peu moins, j'ai trouvé. Évidemment, voilà, on ne peut pas tout montrer en 1 heure, il dure combien 1h45 le film. On ne peut pas tout montrer, on est obligé de faire des choix, mais bon, voilà, j'ai trouvé quand même que le livre fait passer beaucoup plus d'émotions, on va dire, beaucoup plus de choses, ce qui est normal. Donc voilà, là pour le coup, même si l'adaptation est très réussie et très fidèle, j'ai quand même préféré le livre, mais après ça se vaut, hein. C'est pas très... c'est une bonne adaptation quand même. Voilà, n'hésitez pas à me dire, bah, vous, si vous avez lu le livre, si vous avez vu le film, un des deux, ce que vous en avez pensé, ou si vous étiez comme moi au départ et que vous êtes passé à côté de La Fille du Train à l'époque de sa sortie il y a 10 ans, ben, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. En tout cas, moi je vous recommande que ce soit le livre ou le film, ou les deux, ben, n'hésitez pas. Voilà, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à faire la marche à suivre, hein, à savoir mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très très plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant la prochaine vidéo, justement, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!